moi, je ne peux pas réellement souhaiter une bonne fête de l'indépendance pour la Côte d'Ivoire parce que je ne reconnais pas que mon pays, la Côte d'Ivoire, est un pays indépendant. Parce que pour moi, l'indépendance, c'est un gros mot. Voilà, quand on dit on est un pays indépendant, on est un pays démocrate, on a des faits et gestes qui sont posés dans le pays, mais quand je ne le sens pas, donc pour moi, c'est pas, voilà, nous ne sommes pas encore indépendants. Le pseudo La Guêpe vient d'un ami que je connais, ça fait plus de 22 ans, qui m'a trouvé quelqu'un de très direct, qui, comme les Américains, les speak your mind, c'est je dis ce que j'ai dans la tête et sans vraiment de retenue. Donc, il a commencé à m'appeler La Guêpe, La Guêpe, La Guêpe, et je l'appelais La Guêpe et tout. Et quand j'ai décidé d'aller sur les réseaux sociaux, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ce nom. Déjà, on me connaissait, on m'appelait déjà La Guêpe. Et j'ai décidé, voilà, de prendre ce petit nom de caresse. Mon nom à l'état civil, c'est Maïmouna Camara, une jeune fille qui est née en Côte d'Ivoire, plus précisément à Treichville. Et j'ai pas grandi là-bas malheureusement. Et qui est venue aux États-Unis très très jeune après le bac pour poursuivre ses études et qui mène son petit chemin. Ça fait près de 22 ans que je vis aux États-Unis. La politique, j'ai grandi dans la politique pour des personnes qui ne le savent pas. La politique a toujours été dans mon quotidien parce que ma mère, elle était politicienne. Ma mère, elle était une fervente du RDR dans le temps qui a été contrainte, voilà, en exil aux États-Unis parce que à un certain moment donné, elle a eu la vie qui était très menacée. Donc, je grandis dans la politique depuis mon bas âge, depuis Adjamé, pour des personnes qui me connaissent. Depuis Adjamé, depuis le temps de Dambélé Lassina, le PDCI avec ma mère. J'étais toute petite, certes, mais j'aimais très bien ce côté politique. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi parce que même les réunions politiques du RDR avec certains ministres aujourd'hui qui connaissent très bien ma mère parce que on tenait des réunions à la maison. Donc, j'ai grandi un peu dans ce concept de la politique, tout. Et quand j'ai vu comment est-ce que ma mère s'est donnée à corps et âme pour Ouattara, voilà, et que elle a été menacée, elle a failli perdre la vie. Et elle s'est retrouvée aux États-Unis en tant que à Salon, voilà et tout. Et que je vois que le combat que nous avons mené tous pour Ouattara, moi précisément au niveau des États-Unis, j'ai lui amené le combat pour Ouattara, et que je vois aujourd'hui que rien ne change, les choses vont de mal en pire. Là, automatiquement, je fais un flashback, je repars en arrière et je me demande, mais attends, c'est parce que je veux, c'est parce que j'ai lutté, c'est parce que j'ai donné ma vie, c'est parce que ma mère a tout perdu pratiquement. Voilà et tout. Et je commence à créer une frustration parce que je me rends compte que les choses continuent à aller dans le sens que je ne veux pas. Et je me dis, bref, si j'ai pu dire dans le temps que j'étais avec lui et que je vois que c'est pas OK, je pense que je dois avoir cette liberté d'expression, de hausser ma voix haut et fort et dire que non, je ne suis pas d'accord. Et c'est en cela que j'ai commencé à mener cette vie sur les réseaux sociaux, à dénoncer les faits de société, à dénoncer ce qui ne part pas, voilà, avec tout ce qui se passe au niveau de mon pays. En 2002, et on l'a appelé un jour, on dit, on a mis des gens pour venir, voilà, vers toi parce que tu tiens des réunions. Ma mère, elle était connue au niveau de, voilà, d'Abidjan. Elle connaît très bien Konjak, la milice Konjak Camara connaît très bien ma mère. Même photocopie, on a tendance à dire, voilà, le frère de Alassane Ouattara, il connaît très bien ma mère parce que ce sont des personnes qui venaient chez moi à la maison, voilà, tenir des réunions. Donc, quand les menaces ont commencé et tout, elle était obligée de partir parce qu'elle était déjà indexée. Et moi, j'étais déjà aux États-Unis ici. Comme je disais, je suis arrivée très jeune. Je suis arrivée vers 99, oui. Donc, voilà, elle était obligée de partir. Pour les personnes qui connaissent ma mère, elle a toujours été dans la politique, comme je l'ai dit dès le départ. Elle était PDCI-RDA avec le temps du maire, député maire d'Adjamé, Dambélé Lassina. Ma mère, elle est très connue au niveau d'Adjamé.
Voilà, elle est sage-femme, voilà, de carrière. Elle a plus de combien d'années. Voilà, donc elle n'a pas participé à la rébellion. Moi, j'ai pas fait la rébellion. Ma mère n'a pas fait la rébellion, mais elle aimait le PDCI-RDA. Elle a débuté avec et quand ça a commencé avec le RDR. Et voilà, elle est rentrée dans la lutte. On disait, elle tenait les réunions RDR, elle était avec Ouattara. On n'était pas d'accord avec ça, donc c'était. Moi, je peux parler de ce que ma mère a vécu. Il y a eu plein de choses qui se sont dit. Il y a des personnes du RDA qui ont été menacées à ce temps. J'ai eu aussi des échos qu'il y a des personnes aussi au niveau des partisans du président Laurent Gbagbo à cette période aussi qui ont été menacés. Donc, je ne peux pas confirmer ou affirmer voilà cela, mais je peux dire que ma mère, elle a été menacée. J'ai fait le cyber security, internet sécurité, c'est ce que j'ai fait comme des études et j'aime bien tout ce qui est informatique, tout ce qui est médias, tout ce qui concerne la sécurité des données et tout. Donc, j'ai voulu faire des études, donc là, je continue toujours à aller à l'école, voilà, parce que les États-Unis, c'est l'avantage à n'importe quel âge. Voilà, quand tu as la force, le courage, la volonté, tu es déterminé, tu peux toujours continuer voilà, aller à l'école. Donc là, je continue, voilà, je continue toujours mes études. Je ne travaille pas dans la filière des études que j'ai fait. Okay. Mais normalement, quand tu finis, j'ai eu des propositions au niveau des NSC, National Security Administrative, tu travailles avec la NASA et tout, je pouvais rentrer là-bas. Mais bon, il y a eu des parcours aussi qui m'ont empêché d'avoir vraiment le temps de me concentrer, voilà, aller dans ce sens. Mais généralement, quand tu fais cyber security, tu travailles sur tout ce qui est les données, informatique, sécurité, voilà, du gouvernement américain. Je suis l'une des ferventes personnes qui se dit tout enfant doit avoir accès à une éducation adéquate. Donc, j'aime apprendre, j'aime aider les autres à apprendre et surtout les tout petits parce que ce sont ceux qui vont prendre la relève demain. Donc, j'ai eu le goût en cela. Au départ, c'était tout juste un tout petit peu, voilà, pendant que je pars à l'école, je faisais ça. Mais au fur et à mesure, tu t'habitues à ces enfants, tu vois grandir. Voilà, tu leur, comment on le dit, ingères certaines valeurs. J'ai dit son anglais. Développe de valeurs. Ouais. Valeurs et tout. Donc, j'ai commencé à prendre goût en cela. Et puis bon, je suis restée. Voilà. Mais bon, j'arrive à un certain moment, je me dis... j'ai besoin de parler. J'ai besoin de me faire entendre. J'ai besoin de dire ce que j'aime pas. J'ai besoin de laisser les gens comprendre que non, je suis pas d'accord. Il y a un problème quelque part. Voilà, cette marginalisation, cette injustice au niveau de notre pays et je vois que il n'y a pas de changement. Voilà. Moi, j'ai cru que quand Ouattara allait venir, on allait, pour quelqu'un qui dit avoir fait les études aux États-Unis, qui a eu un PhD, qui a la mentalité américaine anglophone, et moi qui vis aux États-Unis, je me dis, on peut avoir la même manière de concevoir. Voilà. Pour moi, la démocratie, voilà, elle doit être là. La liberté d'expression, elle doit être là parce que je vis plus de combien d'années dans un pays où c'est respecté. Et quand je vois quelqu'un qui vient de là, je me dis, oh, il a cette mentalité automatiquement, je me sens confortable. Mais quand je me rends compte que non, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas ce à quoi je m'attends, je me dis, ah non, là, il y a un problème qui est là, c'est pas ce qui a été dit, c'est pas ce qui a été montré. Et ça commence à être des frustrations, et ben, un jour, ben, on pète les plombs. Ça a débuté avec le fait que quand j'ai appris que mon leader aujourd'hui, pour des personnes qui savent, je suis GPS. J'étais assise là dans ma cuisine et comme je l'ai dit, la frustration avait déjà commencé à voilà, bouillonner en moi et tout. Et j'étais assise là, voilà, dans ma cuisine. Je me dis, mais attends là, c'est un peu trop. Puis là, j'ai commencé à, comme on le dit, péter les plombs. Voilà, dans notre langue, dans notre, voilà, français ivoirien, j'ai commencé à péter les plombs. Et j'ai mis mon téléphone là et j'ai commencé à parler.
Voilà, j'ai commencé à parler. Je dis, ah, mais non, voilà, mon nom c'est Laguep, c'est mon premier direct. Voilà, je suis pas d'accord avec ce qui se passe dans mon pays. En fait, ça avait déjà commencé à bouillonner que Soro Guibafouri-Guillaume devait rendre sa démission. J'ai commencé à dire, ah, mais attends, trop, c'est trop là. Voilà, on peut pas mener ce combat pour quelqu'un et on ne veut pas adhérer à un parti politique et on nous oblige à le faire. Non, mais attends, on est dans un pays démocrate, on est dans un pays souverain, dans un pays indépendant. Et c'est pas normal. Voilà. Et sachant tout ce que Soro, le leader générationnel Soro Guibafouri-Guillaume, a eu à faire pour Ouattara, je me dis, ah, mais là, trop, c'est trop, mais il faut que je parte. Et c'est en cela, j'étais dans ma cuisine, j'ai déposé mon téléphone, et c'est là que ça a débuté. Voilà mon premier direct pour CMA. Au départ, c'était pas que j'étais GPS, voilà. Au départ, j'étais neutre. Voilà, j'étais neutre. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé à voir certaines choses, voilà et tout, je me suis dit non, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne autant sur ce monsieur? J'étais pas OK avec tout ce que je voyais. Quand tu ne veux pas adhérer à un parti politique, on t'oblige à le faire, que c'est conditionné, indirectement, on te donne pas de choix. Et pour moi, on peut appartenir à n'importe quel parti politique. On peut faire un parcours. Et je le dis tout le temps sur les réseaux sociaux que moi, Laguep, oui, aujourd'hui, je suis soroïste à 100%. Ça ne se discute pas. Voilà. Mais le jour que je sens que je ne me retrouve pas et qu'il y a un changement dans le parcours de Soro Guibafouri-Guillaume, que je ne suis pas OK avec les idéaux, voilà, de Soro, ou bien la conception, ou bien comment on le dit, la manière dont le GPS doit, la structure, voilà, du GPS, je dois être en mesure d'être libre, voilà, de partir et d'adhérer au parti politique, ou bien de ne pas adhérer à un parti politique. Ça, pour moi, ça doit être un signe de démocratie. Mes prises de parole n'ont pas débuté forcément pour réconforter, voilà, le président Soro Guibafouri-Guillaume. Mes prises de parole ont débuté pour dénoncer, pour crier mon ras-le-bol sur tout ce que je voyais autour de moi qui était une injustice. Et j'ai commencé à regarder un peu plus dans le parcours, voilà, de Soro. Je me suis rendu compte, voilà, il a fait part de la rébellion, il y a certains faits et gestes qu'il a eu à poser qui ont mené Ouattara, qu'on le veuille ou pas, ou bien qu'on ne soit pas d'accord avec ce que je vais dire, mais qui ont mené Ouattara à accéder à ce trône où il est aujourd'hui. Donc, pour moi, quand je vois déjà des problèmes, voilà, et que les Ivoiriens, leur vie n'a pas changé, et je le dis dès le départ que quand tu vis aux États-Unis et que tu te dis que quelqu'un vit aux États-Unis, on a une manière de concevoir. Pour moi, en si peu de temps, en ces années, quand même, le changement que j'attendais, c'est pas ce que je vois. Je vois que la vie des Ivoiriens n'a pas changé. Je vois que ça va de mal en pire. Je vois que les contrats juteux sont donnés à des membres du gouvernement. Je vois que la liberté d'expression n'existe pas. Je vois que le chômage, le taux de chômage est en train d'augmenter. La première fois que j'ai eu à croiser le leader générationnel Soro Guibafouri-Guillaume, c'était au Croche Party de Londres. Et c'est là, voilà, que j'ai vu la première fois le leader. Et moi, je suis venue au Croche Party de London. Voilà. Et c'est là, pour la première fois, que j'ai eu je savais même pas qui me connaissait, pour être honnête. Il m'a dit, ah, mais la gueule! Je dis, waouh! Voilà, j'étais tellement, voilà, surprise et tout. Oui, ça va bien, tout. Je lui dis, oui, ça va bien. Oh, mais assieds-toi, là. Et là, je me suis assise, voilà, il nous avait invités au dîner et tout. Après le croche, donc il a invité certaines personnes à déjeuner, voilà, et je faisais part des personnes. Et c'est là, il me dit, la guêpe, je dis, oh là là, il me connaît. J'étais tellement contente, voilà, et tout. J'étais assise, voilà, sur une table avec d'autres, voilà, personnes, donc tous là. Et il me dit, non, 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 déplace-toi, comment, viens la guêpe, non, tu t'assois là. Et j'étais assise, voilà, à la table avec le leader générationnel Soro Guibafouri-Guillaume. Je dis, waouh, c'était génial, c'était cool. J'ai vraiment apprécié le fait qu'il était très humble. Ce jour-là, c'était très relax. La ministre Afoussata Mamba était là, elle était sur la table avec moi.
aussi, le leader, j'étais là. Il y avait la représentante, voilà, autant, c'était raciste, c'était pas encore GPS, Wassa Coulibaly de Londres, qui était là sur la table. Et puis, il y avait d'autres personnes. Et c'était vraiment, l'atmosphère était vraiment détendue, c'était cool. Et pour les personnes qui connaissent le leader, c'est quelqu'un qui aime quand même jouer un peu la comédie. Voilà, il est très rigolo et tout. C'était vraiment, l'ambiance était parfaite. On a déjeuné, voilà, on échangeait. D'abord, il y a eu une annonce, j'avais déjà parlé sur les réseaux sociaux, que le Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly, était mal portant. Et il y a eu beaucoup de personnes, voilà, qui ont dit non, c'était pas vrai, voilà, c'était pas, il était allé pour une routine, voilà. Et selon mes informations, mes sources, c'était au-delà d'une routine. Et je me suis dit, attends, pourquoi est-ce que on veut nous cacher l'état de santé d'un futur président? Je l'ai dit, j'ai grandi depuis plus de combien d'années, je vis aux États-Unis. J'ai cette mentalité américaine qui est là en moi, où tout est clair et net et limpide. Le président, il est malade, on nous dit il est malade. On fait des interviews sur les médecins souvent pour donner leur idée, est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce que c'est grave et tout. On rassure les Américains. Je me retrouve à une situation où je sais que, selon mes sources, je reçois un coup de fil, on me dit non, ça va pas, il est très mal portant, il est malade, ça va pas. Je dis, mais tu es sûr? Oui, je suis sûre, ça va pas. On me dit non, ça va pas. Et si je dis, parce que j'ai déjà dit qu'il est malade, il faut que je prouve. Parce que c'est bien beau de dire qu'il est malade, mais qu'est-ce qui prouve qu'il est là-bas? Je dis, OK. Je prends mon téléphone, j'appelle l'hôpital. Et faut que je précise que ce que j'ai fait, il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Parce que il est le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il est celui qui tend à devenir un futur président de la République. Et en tant que citoyen ivoirien, tout citoyen ivoirien a le droit ou le devoir de demander l'état de santé et savoir comment est-ce que son président ou son premier ministre se porte. Quand on veut diriger un pays, on veut être à la tête d'un pays, on est supposé être bien portant parce qu'on parle de la vie de tout un État. Je le dis toujours que la politique, c'est pas, voilà, nous sommes des adversaires, nous ne sommes pas des ennemis. Bien sûr que tu as pas que tu as de remords, non, pas du tout. Mais tu te dis, voilà, c'est un être humain qui est parti. Voilà. Et Monsieur Feu Amadou Gon Coulibaly, c'était quand même une personnalité, voilà, de notre pays. C'était quelqu'un qui attirait vers qui voulait être président de notre pays. Donc, quand il part, oui, en tant qu'être humain, tu as déjà, voilà, cette compassion qui est là. Tu te dis, oulala, mais j'arrive pas à croire, voilà, qu'il est parti. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a eu à dénoncer qu'il se sentait mal à l'aise, qu'il était mal portant et qu'on a fait venir en Côte d'Ivoire, malgré son état, malgré ce qu'il a eu à traverser, aussitôt que ça, il y a encore une frustration qui naît en moi. Parce que je me dis, mais attends, il ne devait pas venir de si tôt. Il ne pouvait pas, voilà, revenir. Il est malade. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas laissé à Paris? Pourquoi il n'est pas resté où il pouvait avoir accès à ses soins adéquats? Donc, encore, on me crée une frustration. Si le président d'un pays s'adonne à vouloir tourner des films en nous donnant l'impression qu'il est en train de faire audio, visioconférence, mais qu'est-ce que le président de la République est en train de cacher aux Ivoiriens? Il nous cache qu'il est en train de nous emmener quelqu'un qui n'est pas apte physiquement à pouvoir gérer le pays. Et là, c'est un problème parce que quand il faut qu'on sorte de nos émotions. Et c'est ce que j'emmène les Ivoiriens, les Africains en général à comprendre que nous ne pouvons pas être là, à être OK avec certaines choses parce qu'on se dit non, c'est l'Afrique. Non, ce n'est pas normal. Voilà. Et qu'est-ce que le président Ouattara cachait?
Et quand j'ai vu la visioconférence, moi, je suis dans le domaine du cyberactivisme. Ah, mais pardon, si j'ai fait le cyber security. Je peux détecter automatiquement que ça, c'est un montage. Je peux détecter automatiquement que c'est pas vrai. Et quand je vois ça, je me dis, waouh, c'est allé jusqu'à ce point. Là, on est en train de nous montrer que non, voilà, on n'est pas intelligent, on ne voit pas, voilà ce qui se passe. Et voilà, je me dis, non, non, il faut que je le montre que c'est pas vrai, que ça c'est une mise en scène, ça c'est un montage. Et c'est en cela que l'appel avec la confirmation de ma source va sortir, va engendrer. Et pour Ahmed Bakayoko, ça je l'ai dit qu'il était malade. Il a été, voilà, tout le monde a su qu'il a été, voilà, transféré, voilà, sur Paris. Et j'ai dit, il était malade, il a été transféré. Et j'ai pas investigué dans quel hôpital il était. Pour moi, c'était pas nécessaire. Tout juste partager qu'il était malade. Ahmed Bakayoko était, j'ai déjà dit ça dans mes directs, Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko était devenu une menace pour le pouvoir en place parce que lui aussi, arrivé à un certain moment, a voulu accéder, voilà, au fauteuil présidentiel. Donc, quand on a une menace et que quelque part on tire un peu la ficelle, mais il faut que je dise aussi que j'ai prévenu Ahmed Bakayoko. Je l'ai prévenu sur les réseaux sociaux. Quand ça a été fait lors de, je me rappelle bien, c'était mon direct pendant l'intronisation de Ouattara, quand il a, voilà, brigandé le 3e mandat et qu'il est passé. Quand j'ai fait le direct après cela, j'ai dit à Ahmed Bakayoko, j'ai dit, fais très attention parce que tu es sur une liste qui n'est pas bonne. Et voilà, les infos. J'ai alerté Ahmed Bakayoko. Vous pouvez aller révisionner mes directs. J'ai alerté Ahmed Bakayoko. Vous pouvez aller révisionner mes directs. Voilà, sur ma page, vous allez voir que j'ai dit à Ahmed Bakayoko exactement ce qui allait se passer. Mon dernier voyage sur Abidjan, il a essayé de rentrer à travers, je pense que c'était son chargé de communication. Ils ont essayé de rentrer en contact avec moi, que j'étais déjà à Abidjan, essayé de me parler, mais j'ai complètement, voilà, j'ai pas voulu. Quand Ahmed Bakayoko a essayé de rentrer en contact avec moi, c'était en été 2019. En été 2019, c'est là, bon, ça montait un peu plus dans le combat, voilà, et tout. Le président, Soro Guibafouri Guillaume, ne m'a jamais donné 5 francs pour dire la guerre, prends ça pour faire des directs. J'ai jamais été payé par Soro Guibafouri Guillaume pour adhérer au GPS ou pour parler du GPS ou pour quelque chose. Non, je le fais parce que je suis une citoyenne. Voilà, je suis une Ivoirienne. Je peux faire 1000 ans aux États-Unis, mais j'ai encore mon cordon ombilical qui a été enterré en Côte d'Ivoire. J'ai mes racines, j'ai mes sources en Afrique. Je le fais parce que je veux un changement pour mon pays. Et le changement n'a pas de prix. Parce que si le changement avait un prix, je pense que j'allais même pas faire la connaissance du leader. J'allais être au RHDP. Parce qu'il y a eu plein d'occasions, voilà, à part Ahmed Bakayoko, il y a eu d'autres occasions où j'ai été approchée, moyennant des millions de francs CFA, de l'argent du contribuable, pour pouvoir me taire sur des problèmes, pour pouvoir, non, voilà. Moi, je suis une fervente musulmane. Je veux dire, n'arrive, comme mon leader le dit, n'arrive à l'homme que ce que Dieu prévoit. J'ai affaire à des personnes qui sont sans cœur, des personnes qui prêtent à vouloir nuire, à vouloir, voilà, faire du mal. Donc, je me protège, voilà, autant que je peux. Mais dans le même temps, je n'ai peur de rien. Parce que même si quelque chose m'arrive demain, c'est la volonté de Dieu. Et je pense que c'est ce côté peut-être spirituel qui m'emmène à dire haut et fort. Et si ce que je suis en train de dire est quelque chose de vrai, ce que je suis en train de dire est quelque chose, comme on le dit, de réel. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais avoir peur de dire. Moi, je me dis que j'ai la protection, voilà, de mon Dieu, j'ai la protection divine. Donc, je dis ce que je pense, je dis la vérité. Et voilà, le reste est dans la main de Dieu. Le commandant Abdallah Fofana est l'aide de camp du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume.
Et c'est quelqu'un que j'ai eu à côtoyer quand on avait débuté notre croche party. On était en préparation, voilà, du croche party au niveau des États-Unis. Et il y avait eu certains trucs qu'on devait mettre en place. Donc, c'est à travers le commandant Fofana, c'est lui qui nous donnait des instructions. Voilà, fais comme ci, fais comme ça et tout. Et c'est dans ce principe que le commandant Abdoulaye Fofana a été une personne, voilà, pour une première fois. Je ne connaissais même pas l'aide du camp de leader. C'est une première fois que j'ai connu le commandant Abdoulaye Fofana. La guêpe, c'est ce qu'elle a à dire. La guêpe, c'est le changement qu'elle veut. La guêpe, c'est son volet politique. Je peux être avec qui je veux, comme je veux, mais est-ce que c'est ça qui va emmener l'Ivoirien à manger? C'est ça qui va envoyer le changement? Il y a plein de choses qui ont été dites. On m'a dit, je sortais avec telle personne. Le commandant Abdoulaye Fofana n'est pas la seule personne qu'on m'a rapproché à avoir, comme on le dit, une affiliation. On a parlé du leader. Les gens disent non, elle est avec le leader. Mais je peux pas répondre à tout ça. Mais je ne sais absolument pas les raisons pour lesquelles, voilà, il est rentré, ou bien comment les choses se sont déroulées et il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Je n'ai absolument aucune raison. Et je pense que la seule personne qui peut répondre à cette question est le gouvernement ivoirien, parce que nous, on sait qu'il est là-bas, mais on ne sait pas pourquoi il est là-bas, comment ça se passe, pourquoi on ne part pas. On tend la main à Guillaume Soro quand on est en train de traquer Guillaume Soro partout, dans tous les endroits de l'Europe. On tend la main à Guillaume Soro quand on a emprisonné ses frères qui n'ont rien à voir avec la politique, qui sont sortis de prison, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été incarcérés? C'est là que ça débute. Et on tend encore la main à Guillaume Soro quand ses maisons ont été vendues, ses biens ont été mis en vente en enchère. Le Guillaume Soro est toujours resté le Guillaume Soro, celui que Ouattara a connu dans le passé, depuis la rébellion, depuis le temps, de combien d'années de cela, c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a jamais changé, il a toujours été intègre, il a toujours été Guillaume Soro, il est toujours resté dans ses bottes. C'est Ouattara qui est le problème, c'est lui qui a changé. Guillaume Soro est celui qu'il est. Guillaume Soro a une conception où on ne peut pas, comme on le dit, forcer quelqu'un à faire quelque chose. Et ce n'est pas un enfant. Voilà. Il a fêté ses 50 ans récemment. Pour moi, dire que non, il ne veut pas tendre la main ou bien il ne veut pas dialoguer avec Ouattara. Il ne veut pas dialoguer avec Ouattara comment? Il est celui qui a toujours parlé de réconciliation. Il est l'une des premières personnes qui parle de réconciliation et qui continue de parler de réconciliation. Il est l'une des premières personnes à demander pardon. Voilà, à s'unir. Il ne fait que prôner la réconciliation. Donc, pourquoi il ne va pas aller à la table et discuter avec Ouattara? Peut-être que pendant leur discours, j'étais pas là-bas, donc je peux pas affirmer ou confirmer cela, mais sûrement que pendant les échanges, il y a eu quelque part, voilà, quelque chose qui n'a pas marché ou bien qui ne les permet pas, voilà, de pouvoir continuer à, comme on le dit, à être ensemble ou bien à vraiment passer, aller au-delà, voilà, de cette divergence. Oui, ça, je peux comprendre, mais dire que non, il ne veut pas tendre la main qui lui a été, il ne veut pas, voilà, tendre la main et tout, non, je pense pas. Alassane Ouattara n'est pas son père. Et ça m'agace un peu quand les Ivoiriens. Le père de Soro Guibafouri, Guillaume, Monsieur Soro, il est décédé. Voilà, il est décédé. Quand on est dans une phase, dans un volet politique, on ne va jamais voir en Europe ici Macron l'a dit, il n'a pas d'amis. Ouattara a dit Macron était son ami, ou Macron a dit qu'il n'a pas d'amis. Est-ce que en cela, on en veut à Macron? Est-ce qu'on a trouvé que Macron était mal poli parce que Ouattara était plus âgé que lui? Non, on ne l'a pas dit. Donc, Alassane Ouattara n'est pas le père de Soro Guibafouri Guillaume. Alassane Ouattara aujourd'hui est en train de, comme on le dit, gérer le pays, mais il n'est pas supposé être là. Voilà. Notre constitution a été brigandée. Il a violé notre constitution. Donc, il n'est pas pour moi, je le reconnais pas en tant que président. J'appelle les Ivoiriens à une prise de conscience. Je les appelle à, mais sortir dans les rues et dire non qu'on n'est pas d'accord, c'est pas inciter à la violence. Ça, c'est le droit de tout Ivoirien, c'est le droit de tout citoyen. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Mali. En Côte d'Ivoire, on murmure, hein. On parle haut, on murmure, pardon-nous, on parle haut et fort. Moi, je parle haut et fort. Mais les Ivoiriens ne sont pas contents. Mais ça s'est exprimé dans les urnes. Ça s'est exprimé, 8% de la population a eu à voter les élections passées. Ça veut tout dire. Je vois certains trucs qu'il a eu à faire. Je n'ai pas dit qu'il est mauvais dans tous les sens. Il y a certains trucs qu'il a eu à faire, oui, je suis d'accord avec. Mais je veux dire que ça ne va pas m'empêcher à penser que il est là, donc je dois être OK. Je dois accepter le fait qu'il a eu à faire quelque chose.
Ces ponts, ces routes, ces infrastructures, n'importe qui vient peut le faire. Je parle de ces élections passées. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit d'être là parce qu'il y a notre constitution qui est le noyau de tout État qui a été violé. Donc, peu importe ce qu'il vient après ça, moi, la guerre, je ne reconnais pas. Le président Laurent Gbagbo a été emmené à la CPI, à la Cour pénale internationale, par Ouattara. Parce que le président Ouattara a jugé que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas juger le président Laurent Gbagbo. On envoie quelqu'un à la CPI, on fait des investigations, comme on le dit, ce processus a duré près de 10 ans. Le monsieur a été acquitté. Il a été acquitté, cela veut dire qu'il est innocenté quelque part, n'est-ce pas? Il est innocenté, normalement il est innocenté, il doit retrouver son pays, il rentre chez lui, paisible, pernat, il doit vaquer et continuer sa vie politique. Moi-même étant jeune, je connaissais le président Laurent Gbagbo parce que c'était quelqu'un qui parlait haut, qui parlait fort par ses prises de position. Et le monsieur est acquitté, il rentre, et Ouattara, nous, a condamné le président Laurent Gbagbo à 20 ans de prison, basé sur les faits qui lui ont été reprochés, dont il a été jugé à la CPI. Donc, si les mêmes faits ont été reprochés au niveau de la CPI, qu'il a été acquitté. Mais pourquoi est-ce que on doit faire encore une grâce? Normalement, la condamnation de 20 ans qui a été voilà, infligée au président Laurent Gbagbo ne doit plus exister. Parce que les mêmes faits ont été jugés. Il a été acquitté, innocenté quelque part. On vient là, on veut faire une grâce présidentielle. Mais dans quel sens on fait une grâce présidentielle? Ça n'a aucun sens pour moi. Et c'est ça qui fatigue la guerre personnellement. Et c'est en cela que j'ai un problème parce que c'était pas nécessaire. Et même si on veut faire une grâce, dans quel sens? Il a été innocenté, il a été acquitté. Voilà, on tourne la page, on le laisse vaquer à ses occupations sans crainte et voilà, ni peur. Il peut, s'il veut être président et que son parti décide qu'il soit président, qu'il se présente, pardon, aux élections présidentielles de 2025 à venir, il doit pouvoir le faire. Quand on parle d'une réconciliation, on pose des faits et gestes. Quand on parle d'une réconciliation, on emmène les Ivoiriens à comprendre et à voir réellement qu'on part vers une réconciliation. Nous avons encore des prisonniers politiques. Et quand je parle de prisonniers politiques, je ne parle pas des prisonniers du GPS. Je parle des prisonniers politiques de tous bords politiques. On a encore des prisonniers politiques. Le président, comme on appelle Ouattara, a eu à dire l'année dernière, on allait libérer des prisonniers, on allait faire, mais rien n'a été fait. Et on part chaque année à des promesses qui ne sont pas tenues. Donc pour moi, c'est pas ça. La vraie réconciliation, on va libérer les prisonniers politiques. Et celui qui a été libéré, comment on appelle, il a gracié, il a abbaye. Ah, mais attends, ça c'est de l'amusement, c'est comme si on joue avec l'intelligence. Ce monsieur, il a déjà purgé sa peine. En 2023, ces 10 ans sont finis de condamnation. Donc, c'est pas une faveur que Ouattara a fait, au fait. S'il veut vraiment réconcilier les personnes qu'il a incarcérées récemment, qu'il les libère surtout Soul, qu'il laisse tous les opposants, qu'il laisse Soro Guiba-Fori Guillaume rentrer et être candidat aux élections présidentielles à venir. Il laisse toute personne capable, physique, morale, mentalement, à pouvoir, comment on appelle, se présenter, à le faire. Et c'est en cela qu'on va dire, ah oui, là, il parle d'une réconciliation. Mais je le dis haut et fort, on ne peut pas parler d'une réconciliation tant qu'on a encore des prisonniers politiques dans notre pays. Tant qu'on a encore des encagoulés qui rentrent dans nos maisons à 2h, 3h du matin. Tant que la liberté d'expression n'est pas respectée dans notre pays, on ne peut pas parler de réconciliation. Des personnes sont condamnées à 20 ans de prison. Des personnes sont condamnées à perpétuité. On ne peut pas parler de réconciliation. Nous ne sommes pas dans un régime, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocrate. On ne peut pas célébrer l'indépendance quand nous ne sommes pas indépendants. Donc c'est un signal que les deux présidents, voilà, ont mené, ont lancé, ont montré aux yeux de, voilà, sur le plan national et sur le plan international. Et je dis bravo à ceux-là parce que nous, quand même, ça nous emmène à se dire, ah ok, ils nous écoutent, ils voient notre peine, ils entendent ce qu'on dit, nos cris de cœur, vouloir faire le semblant, donner l'image sur le plan international.
Oui, la Côte d'Ivoire, tout va bien. Vous avez vu, le président Bédi était là, le président Ouattara était là, le président Laurent Gbagbo était là, ils ont pris des photos, ils ont fait la fête de l'indépendance. Mais quand on finit cela, est-ce que les Ivoiriens sont OK? Est-ce que la Côte d'Ivoire a cette sérénité? Est-ce que nous sommes vraiment réconciliés? Parce que si c'est vouloir faire de l'hypocrisie et montrer médiatiquement que tout va bien, ça n'a aucun sens. Et nous ne sommes plus à ce stade. Et c'est en cela que je dis encore que j'ai vraiment apprécié le fait que le président Laurent Gbagbo et le président Bédié n'ont pas participé à la fête de l'indépendance, voilà, récente. Je voulais dire à ma mère que je l'aime énormément. Et je lui dis merci pour tout. Merci pour toutes ces valeurs qu'elle a infligées en moi. Elle me dit tout le temps, je me rappelle très bien, elle le dit tout le temps, elle dit, peu importe ce que tu fais, reste une femme digne. Je l'ai toujours eu dans mon quotidien. On peut tout perdre, tout. Mais la seule chose que moi, la guêpe que j'ai en ce moment et à cet instant T, est ma dignité. Je suis dans ce combat parce que je veux emmener les Ivoiriens à comprendre que nous avons du potentiel. Nous pouvons aller de l'avant. La Côte d'Ivoire peut s'en sortir. Mais nous avons besoin des personnes qui sont là pour protéger notre pays. Des personnes qui seront là pour mener nous de cette génération à aller de l'avant. Pour que nous puissions, nous aussi, à notre tour, sécuriser les générations à venir. C'est ça qui est mon combat. Le message que je peux donner à Kandia Camara, c'est de se rassurer que le pays part de l'avant. Voilà, c'est ce que je peux dire. Se rassurer que le pays part de l'avant. Et je ne reconnais même pas Kandia en tant que ministre des Affaires étrangères parce que je ne reconnais pas Ouattara. Et je ne peux pas me détacher de ma vie politique. Là, je suis la guêpe, voilà, sur ce plateau. Donc, je suis dans le concept de la guêpe. Mais si je vois Kandia dans les rues ou bien quelque part, si je la croise, je ne vais pas la dépasser, je lui dis bonjour. Voilà, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Je voulais dire à mon leader que lui-même, il nous a dit, même si nous restons 10, le combat continue. Et ce combat dont il nous parle est le combat de l'union, de la démocratie, de la cohésion, de la réconciliation dans son intégralité. Et je voulais dire encore à mon leader de rester toujours dans ses bottes, de continuer à mener ce combat parce qu'aujourd'hui, nous voyons à travers lui que le changement que nous voulons va pouvoir aboutir. Qu'il reste fort, qu'il reste serein, qu'il reste dans ses bottes, qu'il continue à mener ce combat parce que nous avons foi en lui et moi, la guêpe, j'ai foi en toi, mon leader générationnel. Et je suis sûre et certaine que rien ne se fait par hasard. Tu as une étoile, tu as un destin et je suis sûre que par la grâce de Dieu, la mission qui vous a été confiée sera accomplie. C'est juste une question de temps. Et j'invite aussi les Ivoiriens à adhérer au GPS, groupement et peuple. Voilà, solidaire, à adhérer au GPS massivement. Et on part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sans remords.